Bonjour, je suis content de vous retrouver pour le module 2 de la gestion globale du cabinet dentaire. Aujourd'hui, on va parler du parcours du patient. Cette première vidéo est un peu généraliste. Donc, je vais commencer cette vidéo par raconter une histoire libanaise. Donc, il faut savoir qu'au Liban, il y a toujours la petite boutique qui paye pas de mine, qui va avoir parfois elle est pas très jolie, mais tout le monde va dans cette boutique, elle est connue depuis des années et c'est une réputation. Et donc, parce que quand les gens ils vont dans cette boutique, ils achètent des pâtisseries qui sont incroyables au niveau du goût, qui sont toujours les mêmes, qui sont très prédictibles et que tous les gens apprécient. Et donc, ça fait penser un peu à la valeur et la qualité de cette pâtisserie, la qualité du fait qu'elle fonctionne bien, c'est dû au fait qu'elle donne énormément de valeur euh, à ses clients. Il faut savoir que le problème de la pâtisserie, c'est un peu le même problème que nous on a, c'est que de par le code de déontologie, on n'a pas le droit de faire de franchise, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de cabinets dentaires, etc. C'est réglementé. Et donc il est difficile de protocoler systématiquement les process de travail, c'est la première chose, et de pouvoir travailler avec des process qui ont une scalabilité importante. C'est-à-dire que on peut augmenter le nombre de personnes qui arrivent d'un coup, ça ne changera pas la manière dont les traiter, etc. Il n'y aura pas de modification dans les flux en interne. Par exemple, vous avez un serveur internet, vous avez une connexion ou 1000 connexions, ça ne changera pas le serveur. Ni la manière dont le site il est structuré. Alors que pour un cabinet dentaire, si vous avez 10 000 personnes qui viennent en une fois, ça va complètement euh, ça va pas aller, quoi. Ça va pouvoir se structurer parce que c'est un processus qui n'est pas scalable. Et le fait qu'il y ait beaucoup de cabinets avec des réputations différentes, c'est parce que chaque personne, bon, déjà, il y a une confiance par rapport aux praticiens, mais ils ont des process de travail qui peuvent être différents, appréciés, pas appréciés, etc. Donc, ce qui est déjà important de savoir, ce qu'on avait vu un peu dans la gestion du cabinet, c'est qu'il y a un suspect. Ça veut dire une personne qui ne vous connaît pas ou qui a eu un besoin par son corps qui est venu et qui est juste venu se soulager. Il peut se transformer en prospect, c'est-à-dire c'est une personne qui vient vous voir ou qui vous a déjà vu et qui est demandeur de soins, d'un plan de traitement. Et ce prospect, vous pouvez lui expliquer son plan de traitement et il peut devenir un client, c'est-à-dire une personne qui va consommer, dans le sens où on est dans une société de consumérisme, c'est la loi Marisol-Touraine, euh, qui va consommer le plan de traitement. Et en fonction de comment ça va se passer, il va vraiment vous apprécier, ou pas vous apprécier, ou avoir une image un peu neutre. Et donc ce qu'il faut, c'est transformer ce client, ce patient, en fan, de manière à ce qu'il nous envoie d'autres fans derrière. Comme on l'a déjà évoqué, l'argent est un médium entre un besoin et une valeur. C'est-à-dire que vous décernez une valeur, par exemple le fait de donner un beau sourire, de ne plus avoir de douleur, etc. Et la personne, elle a un besoin, elle a des douleurs, et donc elle paie pour cette valeur. Et donc elle s'attend à recevoir au moins ce qu'elle a payé. Donc il y a des choses qui sont importantes dans ce qu'on vient de dire. Premièrement, c'est qu'elle s'attend à obtenir ce qu'elle a payé. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la prédictibilité. Dès le moment où il y a des soucis, c'est quand on engage un processus, on fait un cahier des charges, et que le résultat qu'on obtient, il est différent au cahier des charges qu'on a énoncé. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication dès le départ. Le problème de communication ou de compréhension de la prestation fait que, à l'arrivée, la personne qui consomme la prestation a un défaut de prédictibilité et n'est pas satisfaite. Et donc, il est donc très important pour la personne qui vend qui vend de la valeur qu'elle ait une bonne compréhension de la manière dont cette valeur va être donnée et à quoi une personne peut s'attendre à obtenir de cette valeur. Ça veut dire ne pas mentir et être légitime sur ce qui va être donné. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un cahier des charges bien clair. Il faut donc donner une information très précise au patient sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour que la prédictibilité soit bien cernée. Toute chose qui pourrait amener un défaut de prédictibilité doit être expliquée et souligné en amont. Il faut éviter tous les plans de traitement où la prédictibilité est mauvaise et favoriser les plans de traitement où la prédictibilité est bonne. Maintenant, il y a parfois des cas où on n'a pas le choix, on est obligé de faire une chose où on a un défaut de prédictibilité. Par exemple, je sais pas, vous avez fait une restriction apicale, vous avez mis une couronne et tout allait bien, et 6 mois après la personne elle revient, elle a un abcès, et vous vous rendez compte à la radio que vous avez oublié de couper une racine, et vous dites, bah voilà, je pense qu'en réouvrant, ça devrait partir, mais je suis pas sûr. Donc si ça part pas, on devra retirer la dent, par exemple, et mettre un implant. Mais je vais d'abord en première intention faire
la résection apicale de la racine résiduelle. Si ça marche, bah tant mieux. Et la personne qui a déjà subi une chirurgie, elle a besoin de savoir que peut-être ça va pas fonctionner. Elle peut dire non, écoutez, je préfère directement retirer la dent. Il faut donner la possibilité à la personne. C'est compliqué, sachant que vous venez de faire un travail où vous avez une obligation de résultat, vous avez fait un travail de prothèse, et que derrière vous avez un défaut de résultat, et vous êtes dans une situation où, premièrement, de par l'obligation de résultat, vous devez réussir, mais vous avez échoué. Et on a beau dire qu'on a une obligation de résultat, il y a toujours des échecs. Et dans cette situation-là, soit vous essayez de maintenir votre obligation de résultat en offrant par exemple la chirurgie de résection apicale à la personne en disant bah voilà, c'est cette racine-là qui avait été qui a posé problème, on la coupe et ça devrait aller mieux. Ou vous dites bah écoutez, dès le départ, on retire la dent, mais le problème c'est que vous nous avez payé quand même le prix de la couronne et comment on va faire pour le futur. Donc vous payez l'implant, on vous offre la couronne, voilà. Et donc être le plus clair possible dans la prédictibilité en termes de plan de traitement, en termes de douleur endurée, mais aussi en termes de financière. Ça, c'est la première chose qui découle en fait de l'histoire du fait que l'argent est un médium entre le besoin et la valeur. Il y a une autre caractéristique qui découle de ça, et c'est en rapport aussi avec la transformation du suspect, prospect, client, fan. Pour qu'on transforme un client en fan, il faut que la valeur reçue et perçue, ça veut dire ce que la personne pense avoir, soit largement supérieure à ce qu'il a payé. Ça veut dire que s'il paye, il a une valeur, bon voilà, c'est normal, vous lui donnez la valeur, c'est déjà professionnel. Mais si vous lui donnez plus de valeur que ce qu'il s'attend à recevoir, il va vraiment vous apprécier énormément. Et derrière, il va vous envoyer d'autres personnes. Et donc, il est important de pouvoir protocoler l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble de l'expérience client. Ça veut dire quelles sont les étapes par lesquelles va passer le patient, de manière à avoir une réflexion sur le système, sur le fait de donner le maximum de valeur et même plus de valeur que la valeur que la personne paie. Donc ça, c'est la première chose que je voulais un peu expliquer. Il faut savoir aussi que un plan de traitement, eh ben, il y a des obligations médico-légales, on en a déjà beaucoup parlé dans les autres vidéos. Les obligations médico-légales, le patient est un consommateur, il paie, et on a une obligation de résultat et de moyens sur l'ensemble des choses relatives à la prothèse, et une obligation de moyens par rapport aux soins. Maintenant, il faut comprendre que la prédictibilité, elle est indissociable à mon sens de l'expérience client, l'expérience patient. C'est-à-dire que quand une personne va dans une société, achète un produit ou se rend dans une société, elle va vivre un certain nombre d'expériences. C'est ce qu'on appelle l'expérience patient, l'expérience client. Par exemple, la politesse de la personne qui va lui répondre. Le délai d'obtention d'un rendez-vous. On demande un rendez-vous, on a une question, on répond dans les temps. On attend un devis qui doit être envoyé, le devis est envoyé. Quelle odeur se trouve dans la pièce où il vient? Est-ce que la pièce, visuellement, elle a l'air propre? Est-ce que, visuellement, la personne qui fait le plan de traitement, il inspire la confiance? C'est important. C'est tout ce qui va toucher aux différents sens. Ça peut être sensoriel. Est-ce que la personne, quand vous l'avez vue, elle a ressenti de la douleur? Parce qu'il faut savoir que si une personne, vous la voyez, vous gérez en urgence son problème en tant que suspect et que derrière vous lui dites qu'il faudrait soigner mais il a eu des douleurs, la première interaction, même s'il sait que c'est nécessaire, il a eu des douleurs, bah, ça va faire qu'il va y avoir une réticence à s'engager dans un plan de traitement parce que l'expérience client qu'il a vécue, l'expérience patient, elle est mauvaise. Et donc, il faut donc avoir une réflexion globale sur l'ensemble des caractéristiques de l'interaction du patient avec la structure. Ça peut être la politesse, ça peut être les odeurs, comme j'ai dit, visuels, auditifs, la manière dont on lui parle, la manière dont on l'écoute, la manière dont on prend en considération ses demandes. Par exemple, si un patient vient pour une douleur en bas à gauche et qu'on s'occupe d'une dent en bas à droite, ça va pas. Donc, le motif de consultation du suspect est important. Le motif de consultation du prospect aussi. Et donc, tenir compte de ces facteurs-là pour que vous créez un environnement, une politique de communication, un management, parce qu'il faut savoir que si une personne vient dans une structure et qui sent
que le management, que la manière dont les relations se trouvent entre les personnes du cabinet est mauvaise, eh ben, il va pas se sentir bien. Il faut que la personne elle puisse parler librement et qu'elle se sente bien et qu'elle soit écoutée et qu'elle sente qu'il y a une bonne dynamique de travail. Donc toutes ces caractéristiques-là font partie de l'expérience du patient et sont donc très importantes. Dans cette première vidéo un petit peu généraliste, je voudrais qu'on réfléchisse, et c'est ce que je vais faire passer, à, euh, au chemin que le patient va emprunter dans votre cabinet, les grands rendez-vous, comment ça se passe, et dans les vidéos suivantes, on détaillera comment améliorer chacune des parties que je vais évoquer maintenant. Alors le premier rendez-vous, c'est souvent un rendez-vous où on a la personne n'est jamais venue, elle vient. Alors il faut savoir qu'on est très latin, on vient en général parce qu'il y a des douleurs, ok. Et donc la personne elle vient en tant que suspect, son corps l'amène à faire une démarche par rapport à une douleur et on le soigne. Donc ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous où la personne elle n'est pas forcément demandeuse, elle n'est pas forcément dans le mode j'ai besoin d'un plan de traitement, je veux me soigner, elle n'est pas encore une fois prospect, elle a juste un besoin qui l'empêche de faire ses activités correctement. Et donc, ce type de rendez-vous doit être rapide. Ça veut dire qu'on ne faut pas commencer à s'éterniser, il faut juste calmer la douleur, expliquer à la personne qu'il y a d'autres choses à faire dans sa bouche, et basta, au revoir. Donc il faut être rapide. Plus vous voyez de personnes, plus vous aurez de personnes qui vont devenir des prospects, des clients et des fans. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans la gestion de l'agenda, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de suspects qu'il y a de prospects, parce qu'il y a un taux de transformation des suspects en prospects. Il y a beaucoup plus de clients, beaucoup moins de clients que de prospects, parce qu'il y a un taux de transformation des prospects en clients, et il y a beaucoup moins de fans que de clients. C'est normal. Tout ça pour dire que ce rendez-vous, il va falloir en faire pas mal, ok, dans très peu de temps de la semaine, pour voir beaucoup de gens, leur donner de la valeur et leur expliquer qu'ils ont un besoin. Il ne faut pas leur remettre de rendez-vous systématiquement après un rendez-vous comme ça. Pour quelle raison? La première raison, c'est que peut-être on pense que la personne, elle est vraiment intéressée, elle va vous dire oui, vous êtes le meilleur, oui, j'ai besoin de vous, parce qu'elle a un besoin, elle est amenée par son corps, et que derrière, elle va dire ce que vous voulez entendre aussi. Maintenant, il faut savoir que si vous remettez systématiquement des rendez-vous à des gens comme ça, vous allez avoir un taux d'absence qui sera important. Parce qu'il y a des gens qui sont juste venus, ils sont soulagés, ils ne reviendront pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont déjà eu des expériences patients chez d'autres praticiens ou dans leur jeunesse qui ont été très défavorables et que malgré tout, leur champ de conscience, ça veut dire la manière dont ils vous perçoivent, est dépendant de ce qu'ils ont déjà vécu et ce qu'ils ont senti. Quand vous avez, quand vous avez vécu une expérience et vous avez ressenti une certaine émotion, vous pensez que la réalité, le champ de conscience, c'est toujours comme ça. Et ça l'est pas toujours. Là, ils étaient amenés par leur propre corps, parce qu'ils avaient un besoin, ils sont amenés à se soigner, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont revenir derrière. Et donc je pense que là, ce rendez-vous-là va premièrement donner une première prise de compréhension de l'expérience client. Ça veut dire la personne elle va voir si elle est vite reçue, si c'est sérieux, si qu'est-ce qu'il ressent au niveau visuel, gustatif, comment vous le soignez, est-ce qu'il y a des douleurs, etc. Et c'est ce rendez-vous-là qui lui donnera plus ou moins envie de revenir. Maintenant, si on voit qu'on a des gens qui viennent toujours les mêmes en urgence, bon, ça n'est pas partie de ces gens-là. Là, on parle d'une personne, c'est la première fois qu'il contacte parce qu'il y a un besoin. Après, ça peut être la deuxième fois parce qu'il y a eu une raison. Mais une personne qui fait ça à chaque fois, c'est pas ce qu'on appelle un, un suspect, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Et donc, la personne, ensuite, on lui demande de revenir quand ça va mieux, de prendre un rendez-vous ou d'aller faire une radio en ville. Et donc, on amène ce qu'on appelle le rendez-vous 2, le rendez-vous où la personne devient réellement un prospect, où la personne est dans une optique de vouloir se soigner, a vraiment une demande bien précise et a compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans sa bouche. Donc dans ce rendez-vous-là, on va analyser avec la personne un plan de traitement. Donc c'est important de faire un plan de traitement global. Donc on va déjà voir quels sont les antécédents de la personne. Est-ce qu'elle a eu des chirurgies cardiaques? Est-ce qu'elle prend des antiagrégants plaquettaires? Est-ce que elle a des cancers? Elle est en train de faire une radiothérapie? Elle est immunodéprimée? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle a des addictions comme l'alcool? Qu'est-ce qui se dégage de cette personne quand vous lui parlez? Est-ce que vous sentez qu'elle est sérieuse? Pas sérieuse? Ensuite, on va analyser la radiographie avec la personne, voir tout ce qu'il y a à faire. Vous allez regarder dans la bouche pour voir un petit peu
si la radiographie correspond à ce que vous voyez en bouche, s'il y a des choses qu'il y a en plus, en moins. Ce rendez-vous-là, ça peut être intéressant de faire des photos bouche en train de sourire, des faces occlusales, en haut, en bas, des parties vestibulaires, de manière euh, à prendre le maximum d'informations et retrouver facilement toutes les informations dans le futur dossier du patient. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent dire oui, c'était pas comme ça avant, donc vous avez quand même une trace. Et après, il y a certaines pathologies, comme par exemple la consommation de soda importante, qui peuvent donner des caries importantes sur toutes les faces vestibulaires des dents, et qui ne seront pas forcément visibles à la radio, ou difficilement visibles, alors que là, vous avez des traces euh, visuelles du plan de traitement, où par exemple, j'ai déjà vu un cas où un patient attaquait le praticien parce que il a dit que le praticien n'avait pas vu un cancer. Donc le praticien, c'est un Italien, avait les photos. Et donc a pu prouver qu'il avait fait un examen clinique attentif et que voilà, c'était pas visible sur les photos au moment du plan de traitement. Et qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Donc ça, c'est important. Et donc ensuite, de donner une information claire. Claire, ça veut dire que vous devez avoir des protocoles d'explication par rapport aux différents traitements que vous allez proposer. Donc des images, des photos, des vidéos. C'est important qu'il y ait une compréhension parce que le patient a ses mots, vous avez vos mots, et les mots qu'il va vous donner, c'est pas forcément ce que vous pensez, ce que vous allez dire, c'est pas forcément lui qui comprend. Donc le mieux, c'est de savoir que les gens, en fait, possèdent différentes caractéristiques. Ça peut être auditif, ça veut dire que c'est des gens qui aiment bien parler, comprendre par la parole, poser des questions. Il y a des gens qui aiment bien être visuels, ça veut dire que voir. Il faut savoir que la majorité des gens sont visuels, donc le fait d'avoir des photos et des cas déjà réalisés de ce type de plan de traitement, ça va aider vraiment à la compréhension du plan de traitement. Ou parfois de toucher, des modèles de montres par exemple, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont très tactiles, c'est quand même moins nombreux dans la population, mais ça arrive. Donc adapter sa communication par rapport au système de la personne, qu'il soit visuel, auditif, kinesthésique. Avoir de prendre le feedback, ça veut dire prendre la température. Une fois que vous avez expliqué au patient, voilà, vous avez ce problème-là, nous on a cette solution-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, pas faire quelque chose? Voilà, c'est important de vous formuler quelque chose, d'avoir un feedback par rapport à ce que vous formulez, de manière à pouvoir prendre la température. Est-ce que ça vaut la peine de commencer à faire un plan de traitement ou non? Et ensuite, est-ce que le plan de traitement est vraiment intéressant? Ça veut dire que quand on soigne une personne, il faut toujours respecter le primum non nocere, ça veut dire ne pas nuire. Peut-être que le fait de faire quelque chose, et ben finalement, je sais pas, il y a un munition infiltré, ben peut-être on va faire quelque chose et on va faire un composite, et là-dedans on va faire une pulpite, et on va devoir la dévitaliser, on va devoir faire une couronne, alors que voilà, la munition est infiltrée depuis 5 ans. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'effectuer le soin? Est-ce que ça ne peut pas aggraver la pathologie? Donc quand on fait un plan de traitement, il faut faire un plan de traitement par rapport aux antécédents du patient. Voilà, le patient est un gros fumeur, on ne va pas lui mettre des implants. Parce qu'on va avoir un défaut de prédictibilité, il risque de perdre des implants, et quand il y aura un défaut de prédictibilité, c'est là où il va y avoir des soucis. Où le patient a eu un cancer de la face, a fait la radiothérapie, et donc on va éviter le plus possible de faire la chirurgie. On va déléguer ça à des centres spécialisés, parce qu'il y a des risques d'ostéonécrose de la mâchoire. Et donc, il est important de lever toutes les caractéristiques du patient, de ses antécédents, ou de ses besoins financiers. Par exemple, vous avez une personne qui dit, ben voilà, moi je voudrais remplacer mes dents, elle ne fume pas, et c'est des endettements terminaux. Et donc vous expliquez que c'est très possible de faire un stélite ou c'est très possible de faire des implants. Mais qu'il va y avoir, vous montrer des photos des deux, vous expliquez, mais que les coûts sont différents et que les caractéristiques de chacun, il n'y a pas un système qui est mieux. Ça veut dire que ça dépend des antécédents, ça dépend des besoins financiers, ça dépend du confort. Il y a des gens qui sont très contents avec leur stélite, il y a des gens qui ne sont pas contents avec leurs implants, il y a des gens qui sont très contents avec leurs implants. Et réciproquement, les implants ça ne se retire pas, il n'y a pas de bourrage en dessous, normalement. Les stéroïdes, tu peux avoir des bourrages, mais voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est économique, il n'y a pas de chirurgie. Et donc, c'est important que vous ayez un rôle de conseil par rapport aux alternatives thérapeutiques. Alors, il est souvent, on entend dire qu'il faut beaucoup de devis, etc., beaucoup de solutions, de plans de traitement. Bon, le patient, il est déjà un peu paumé comme ça, il ne comprend pas grand-chose. Le mieux, c'est de discuter avec lui, de prendre la température, de lui expliquer quelles sont les alternatives thérapeutiques, et ensuite, en fonction de ça, de faire un devis. Et de remettre ce devis au patient, pas de faire plein de devis différents, parce que sinon le patient ne comprend pas. Maintenant, il peut arriver que
vous soyez amené à faire 2 devis. Ça veut dire que vous avez un doute sur la prédictibilité de ça ou de ça, et vous savez que peut-être ça va partir sur ça. Alors comment on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on fait un plan de traitement sur tout? Ça veut dire, voilà, on fait ça, et on fait un devis sur uniquement la partie où on a un défaut? Non. Le mieux, c'est de faire un devis complet sur le premier plan de traitement, et de faire un devis complet sur le deuxième plan de traitement. Pour quelle raison? C'est très simple. La mutuelle, parfois, et la majorité des patients ont des mutuelles où il y a des plafonds. Ça veut dire que le premier élément est remboursé, le deuxième élément est remboursé, etc. Et après, c'est plus remboursé. Donc c'est possible que si, et comme on doit donner de la prédictibilité aux patients au niveau financier, si par exemple on fait un devis de ça et de ça, il peut avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble. Donc c'est mieux d'envoyer une feuille à la première mutuelle. Sur ce devis-là, vous avez cette somme-là de votre poche. Sur ce devis-là, qui est l'alternative thérapeutique avec exactement les choses en plus, voilà, vous avez ça de votre poche. De cette manière-là, c'est très clair. C'est important qu'on ait une bonne prédictibilité financière. Est-ce qu'il faut marquer les soins? Parce que souvent on dit, voilà, on n'est pas obligé de marquer les soins. Moi, je conseille vivement d'indiquer les soins dentaires et les traitements de racines. Parce que c'est très possible que le patient vienne vous voir un jour et vous reproche en disant, mais j'étais pas au courant que pour faire la couronne, il fallait me dévitaliser les dents, ou qu'on allait me dévitaliser les dents. Voilà. Voilà. Le fait de le marquer, même si c'est quelque chose où vous avez une prédictibilité financière maximale, dans le sens où le patient est entièrement remboursé, il peut y avoir une incompréhension, où on peut toujours faire valoir un défaut d'information par rapport à ça, alors que s'il est marqué clairement, cette dent-là, elle est dévitalisée, voilà, vous avez signé le devis, c'est bien clair, on ne peut pas vous reprocher que vous n'avez pas l'information. Donc moi, je suis pour marquer plus de choses et être le plus clair possible sur un devis. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, ce rendez-vous-là, vous avez un rôle de conseil, vous établissez un plan de traitement, vous faites des photos, vous analysez la radio panoramique, vous commencez donc à créer le dossier patient, vous établissez un plan de traitement avec lui, vous faites un plan de traitement qui doit être le plus rapide possible, c'est important, et le plus prédictible possible. Vaut mieux un plan de traitement qui fasse 2000 euros et qui soit fait en 10 minutes qu'un plan de traitement qui fasse 10 000 euros et qui soit fait en 2 ans. Parce que, en termes de rentabilité pour vous, ça sera mieux, et en termes de vécu pour le patient, ça sera mieux. Donc il faut toujours penser aussi au temps, pas uniquement au coût. Donc ça c'est important, parce que le temps consacré va avoir un impact sur le temps, le chiffre d'affaires horaire. Quand tout est bien clair et bien compris par le patient, on lui remet un devis et on lui dit de reprendre un rendez-vous plus tard, dès qu'il aura le retour de sa mutuelle. De manière encore une fois à laisser la personne libre de revenir ou pas de revenir. Il est possible que parfois on fasse des devis vraiment très importants où on pourrait vous reprocher d'avoir été trop lourd ou d'avoir eu la main trop lourde et que vous avez vraiment abusé sur le patient. Et dans ce cas-là, vous sentez que vous êtes en train de faire un devis et là vous dites waouh, il a 25 ans, le devis il fait déjà 20 000 euros, c'est presque 1 000 euros par année, ça commence à faire beaucoup. Quand vous êtes dans des cas comme ça peut donner des protocoles derrière très lourds. Ça veut dire qu'on peut vous reprocher que vous avez pas respecté le patient. Mais dans ce cas-là, moi je conseille, personnellement, encore une fois dans le souci de donner le maximum de valeur, de dire au patient, voilà, le plan de traitement que vous avez à faire, il est très lourd. Alors, et que moi, il y a des choses où, par exemple, voilà, cette dent-là, moi je suis plus pour la couronner, l'autre il pourrait être plus pour un composite. Je voudrais que vous demandiez, vous allez voir un autre praticien et que vous demandiez un autre devis. Ok? Et qu'on se revoit ensuite pour dire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Parce que peut-être que l'autre praticien ne sera pas d'accord. Et de garder un double de l'autre devis. De manière à se dire, voilà, moi j'ai fait ce devis-là, qui est très onéreux, mais vous avez vu, il a vu un autre praticien. On n'est pas exactement d'accord sur le plan de traitement, mais on arrive quand même à des choses qui sont à peu près similaires. Parce que si c'est pour dire plus tard, voilà, mais moi, si j'avais su, j'aurais fait carrément différent, ça me serait revenu moins cher. Là, vous avez donné le choix au patient d'aller voir un autre confrère, vous avez un autre devis, et ça montre quand même que vous avez respecté le patient en premier, et c'est très apprécié. Ça veut dire qu'il vaut mieux perdre un patient. Le patient il se rappellera, il se dira le gars il a bien analysé mon cas, il y avait un doute, il m'a envoyé faire un autre confrère, finalement j'ai préféré un autre confrère, mais ça veut pas dire que lui il travaille mal, ça veut dire non, il m'a vraiment laissé le choix, et peut-être qu'il vous enverra un patient, c'est possible. Ou d'autres patients. Et donc dans la valeur perçue, c'est important. Ensuite, quand le patient a un devis, vous lui expliquez qu'il faut qu'il envoie le devis à sa mutuelle. Ok. Donc moi, je suis pas du tout pour assister les patients. Les patients se débrouillent.
ok, parce que si vous commencez à les acheter, ça veut dire qu'ils vont pas venir au rendez-vous, ça veut dire qu'ils vont pas être sérieux. Après, ça dépend quel type de segment client vous visez. Si vous visez des gens qui sont vraiment défavorisés, qui n'auront pas l'intelligence de tout ça, mais bon, en général, moi, je suis pour le fait que le patient soit dans son plan de traitement, soit impliqué, il envoie lui-même le devis à la mutuelle et dès le retour du devis, bah, il prend rendez-vous. Comme ça, s'il revient pas et qu'il revient dans 1 an, 2 ans, et que voilà, le plan de traitement, c'est aujourd'hui, ben on lui dit, vous avez qu'à revenir, vous avez fait un devis, vous n'êtes pas revenu. Et là, le patient sait que c'est de sa faute, il est responsabilisé, et vous arrivez peut-être à faire passer des choses qui ne seraient pas passées. Donc, dès le moment où vous expliquez qu'en général, le retour de la mutuelle, ça prend 3 semaines. Dès le moment où la personne a son retour de la mutuelle, elle prend rendez-vous, et là, vous faites un retour de la mutuelle, et vous expliquez, avec le patient, vous dites, bah voilà, vous avez ça de votre poche, vous expliquez comment ça va s'organiser, donc vous réfléchissez à la manière optimale de faire son plan de traitement par rapport à ses disponibilités, par rapport à votre agenda, par rapport au temps passé et à l'argent dépensé. Vous évoquez la politique de financement de votre établissement, à savoir comment la personne va régler, est-ce qu'elle va faire un acompte, est-ce que... Après, il faut savoir que le fait de faire des sommes trop importantes d'acompte, etc., ça peut faire perdre des patients, ok. Donc c'est important d'avoir une politique de financement très claire. Est-ce que vous acceptez de faire un délai de paiement? Parce qu'il faut savoir que faire un délai de paiement, bah, peut-être qu'on le fait, mais derrière, ça va avoir un impact sur votre besoin en fonds de roulement, sachant que vous allez être payé à 1 mois et vous allez devoir payer le prothésiste à la fin du mois, mais vous toucherez l'argent plus tard. Après, vous pouvez toujours décaler le règlement de vos prothésistes, mais finalement, il y a toujours quelqu'un qui va être impacté par ce différentiel de financement. Est-ce que vous préférez faire à chaque fois des acomptes? Comment ça se passe? Est-ce que vous préférez payer comptant? Est-ce qu'on peut payer en carte bancaire? Est-ce qu'on peut payer en chèque? Tout ça, ça doit être bien explicité dès le départ. Si la personne, elle a par exemple la CMU, c'est une mutuelle qui prend en charge certaines choses et d'autres non. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on sait que les gens qui ont la CMU, parfois, ils sont quand même... Il faut savoir que s'ils ont la CMU, c'est que parfois, il y a des raisons qui sont moins sérieuses en général dans la vie et que c'est possible qu'ils aient des taux d'absentéisme plus importants. Et donc, c'est normal de leur demander un acompte qui sera restitué à la fin de plan de traitement et qui partira si la personne n'honore pas ses soins. Parce que c'est très désagréable de devoir faire une empreinte et au moment où on la livre, la personne ne vient pas parce qu'elle n'a pas du tout la notion du coût que ça a ou parce que c'est le système qui paye. Et donc, c'est important de responsabiliser ces patients. La politique financière doit être clairement explicitée en amont du début du plan de traitement. Ce qui va faire que dans le plan de traitement, vous aurez moins d'absence. Et donc, l'étape d'après, c'est la réalisation du plan de traitement. Ça veut dire que vous avez fait un plan de traitement avec séance par séance et vous mettez un rendez-vous à la fois. Donc, pour que la personne vienne correctement, le jour où vous faites le retour de la mutuelle, il faut que la personne elle ait un questionnaire médical signé, le plan de traitement signé et le devis signé à rapporter au prochain rendez-vous, par exemple, et de manière à ne jamais commencer un plan de traitement sans devis signé, sans plan de traitement signé, sans questionnaire médical signé et sans acompte. De manière à vraiment valider en amont tout ça. Comme le font beaucoup de personnes dans le secteur du bâtiment, par exemple. Donc, le plan de traitement doit être réalisé en un minimum de séances, avec le maximum de rentabilité pour vous, le maximum de prédictibilité pour le patient et le maximum d'expérience patient positif pour lui. Et donc, il faut donc travailler en permanence pour avoir des plans de traitement très prédictibles et des plans de traitement globaux. Pourquoi globaux? Parce que imaginons que vous réhabilitez un secteur, le secteur 4, et vous savez que le secteur 2 va lâcher, et ben dans 2 ans, et si vous mettez que sur le secteur 4, vous faites de la prothèse, vous avez une obligation de résultat, le secteur là tient bien, le secteur 2 lâche au bout de 2 ans, la personne va mastiquer que du côté droit, et ça va majorer les contraintes mécaniques qui vont être mises au niveau de votre travail, et donc ça va limiter la pérennité, ça va avoir un impact sur le long terme et sur la prédictibilité. Donc c'est donc important que lors de la réalisation d'un plan de traitement, vous fassiez des plans de traitement globaux, qui incluent la totalité de la bouche et l'hygiène dentaire et les soins des gencives, pour avoir un maximum de prédictibilité. C'est comme si, en tant que... Et ça, on en parlera, parce que c'est un argument de vente, il y a une personne qui veut qu'une chose, vous dites, imaginez que je dois refaire votre façade, je passe chez vous, vous me faites rentrer, et dans l'arrière-boutique, je vois que ça va se casser la gueule. Et moi, ma façade, je dois mettre une décennale. Ça serait pas très sérieux de faire une façade où je dois mettre une décennale, sachant qu'en passant derrière la boutique, je me rends compte que le bâtiment est instable et que ça demande un devis pour le renforcer. Et donc, un professionnel, comme il se doit, va faire un devis pour la façade
et pour l'arrière-boutique. Et il ne mettra pas de décennale, il ne mettrait pas de garantie sur du long terme si derrière le travail n'est pas fait pour les deux. C'est évident. Et donc, ce qui est important aussi, c'est savoir quand arrêter un plan de traitement aussi, dans le sens où vous avez commencé un plan de traitement et il se passe des problèmes que vous n'avez pas prévus. Des choses où il y a un défaut de prédictibilité. Et donc, d'où le fait de faire des plans de traitement rendez-vous par rendez-vous, parce qu'on ne sait jamais, on est dans la matérialité, il peut se passer des choses qui sont imprévues, et d'appliquer les concepts, on en parlera du Lean et du Kaizen, ça veut dire de faire un plan de traitement que vous faites bloquer petit à petit, au fur et à mesure ça avance, mais Lean dans le sens où ça vous laisse la flexibilité de pouvoir arrêter, changer ou modifier un plan de traitement quand il y a un problème, parce que si vous faites tout d'un coup et que tout ne va pas d'un coup, ça va faire beaucoup de contraintes pour le patient. Donc comment faire pour que dans le plan de traitement que vous réalisez, vous ayez cette flexibilité permanente tout en étant le maximum prédictible et le plus efficace possible. C'est toujours un compromis entre ces différentes choses qui doivent être choisies. Quand le plan de traitement est terminé, il faut donc à chaque fois qu'il y a des choses qui sont payées, faire une facturation, ou donc pas forcément quand le plan de traitement est terminé, mais au fur et à mesure, il y a une facturation à réaliser. La facturation des feuilles de télétransmission. Donc moi, je pense que dans une bonne facturation, il faut donner l'historique de la FSE qui a été envoyée, okay, de la feuille de soins électronique, les actes effectués, et donc il faut marquer facture acquittée, le personne à payer, parce que c'est très possible que la mutuelle refuse de rembourser le patient si la facture n'est pas acquittée, la date de réalisation de la facture, la signature du praticien qui a effectué les actes, et un tampon du cabinet, en explicitant la date de réalisation des actes, le code des actes, le prix de l'acte, le libellé de l'acte, tout simplement en imprimant votre historique des actes de telle date, et ben vous pouvez facilement faire une facture simple en disant ben voilà, ça c'est des actes qui ont été effectués pour le patient, facture acquittée, telle date, signature, tampon. De cette manière-là, c'est très facile pour la mutuelle. Maintenant, il est possible qu'il y ait des actes qui ne rentrent pas par feuille de soins électronique, il est donc nécessaire de faire une facturation à part. Le logiciel souvent offre cette possibilité-là en disant tel acte, tel acte, tel acte effectué, et donc signature du praticien, signature du patient, facture acquittée, etc. Parce qu'il faut savoir que si la facture elle est mal réalisée, le patient va venir parce qu'il ne sera pas remboursé, il va râler, peut-être qu'il va demander d'augmenter son délai de paiement si vous lui en avez accordé un, donc vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps. Il y a des mutuelles qui vont faire des histoires pas possibles pour ne pas payer les patients. Les mutuelles, il faut savoir qu'ils sont spécialisés, et on va en parler aussi pour le fait de ne pas rembourser, donc c'est important d'avoir tous les caractéristiques que je viens d'évoquer sur une facturation. Parce qu'ils sont très bien possibles de dire ah c'est pas acquitté, on ne peut pas prendre le risque de vous rembourser si vous n'avez pas payé le praticien, ou le libellé de tel acte n'est pas indiqué, ou etc. Et donc la date de facturation est très importante parce qu'il faut savoir que les contrats, quand ils sont plafonnés, ils valent de janvier à décembre, et que imaginons que le patient a pris 2 implants pris en charge, et bien si vous avez mis 2 implants en décembre, et ben ils seront pris en charge. Si vous avez mis 2 implants en janvier, ça sera pris en charge par le patient. Par contre, si vous avez mis 4 implants en décembre, et ben il y en aura 2 pris en charge, et donc ça va faire aussi des histoires au niveau des sommes à charge du patient. Et donc il faut essayer d'être le plus efficace possible pour diminuer, parce que ça fait partie aussi maintenant du rôle dans la valeur, même si on n'en parle pas, du rôle du cabinet d'optimiser le devis par rapport à la prise en charge de la mutuelle, par rapport à ses délais, de bien comprendre comment faire pour que le patient ait un devis le moins cher possible, les sommes à charge le moins cher possible. Parce que les vrais clients, c'est pas les patients, c'est les mutuelles, c'est leurs mutuelles, parce que c'est eux qui vont régler les actes. Et ensuite, prévoir dans le plan de traitement le contrôle pour vérifier donc le contrôle, le travail réalisé, pour vérifier l'enseignement des techniques d'hygiène dentaire que vous aurez pu lui fournir, par exemple l'utilisation du fil dentaire, du jet dentaire, du superfloss, etc. Et vérifier que le patient ne s'est pas remis à boire du soda, etc. Donc voilà pour la première vidéo de présentation du parcours patient, et je vous retrouve bientôt pour la seconde vidéo.